Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Oh, je fais le zouave. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Objectivité Zéro. Je suis moi-même Boomster et je suis avec mes invités. Aurel, salut. Salut Boomster. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Ensuite Marianne. Salut Boomster. Ça roule? Très bien. Yes. Et Monsieur Tom, bien évidemment. Salut Boomster. Toujours fidèle l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film, Les Affranchis, qu'on a été voir tous les 4 au cinéma, qui repassait dans mon cinéma, donc je vous ai proposé qu'on aille le remater. Alors Tom et moi, on connaissait déjà le film, on l'avait déjà vu, mais Aurel et Marianne, vous ne connaissiez pas, vous avez découvert Les Affranchis, donc ça va être intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a découvert, quoi. Globalement, l'histoire des Affranchis, c'est celle de Henry Hill, interprété par Ray Liotta, qui passe 30 ans dans la mafia. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre pour résumer ce film. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, tu vas suivre sa vie à lui pendant 30 ans et son parcours à travers ce milieu qui est la mafia. Je crois que ça se passe à New York. Oui, c'est à New York. Voilà, et jusqu'au dénouement final où en fait il va arrêter d'être dans la mafia. Voilà, c'est ça. Alors, ce film retrace du coup le parcours de quelqu'un qui a vraiment existé, Henry Hill. Et première question, du coup, est-ce que ce film, selon vous, ça peut être catalogué de biopic ou pas ? Pour moi, c'est carrément un biopic, il n'y a pas de question. On suit la vie d'une seule personne pendant 30 ans. On a quelques petits points de vue de sa femme aussi qui sont vraiment agréables pendant le film. Je trouve que ça donne un peu d'air. Mais pour moi, c'est clairement un biopic. Ouais. Plus qu'un film de mafia, et c'est ça qui m'a plu, je pense. Ok, t'es d'accord avec ça, toi, Aurel ? Moi, je le vois plus comme un film de mafia qu'un biopic. Mais parce que, alors, j'avais jamais vu le film, mais bon, je le connaissais de sa réputation. Et du coup, c'est pour moi dans la lignée de, effectivement, les grands films de gangsters comme Le Parrain, Casino et Les Affranchis. Pour moi, c'est les 3 vraiment films de gangsters. Du coup, je le vois pas vraiment comme un biopic. Après, je peux être d'accord quand même sur ton point de vue, Marianne. Merci. Et toi, Tom, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi, je suis plus de l'avis d'Aurel aussi. Après, je comprends très bien. Enfin, oui, c'est un biopic parce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un qui a vraiment existé. Mais il reprend plus, comme disait Aurel, les codes des films de mafia. Des films de gangsters comme Le Casino, Le Parrain, Scarface, tout ça. C'est un rise and fall classique, quoi, en fait. Et pas du tout les codes qu'on connaît des biopics habituels, les Lincoln, les machins, les Mandela, enfin voilà, c'est pas pareil, c'est pas réalisé de la même façon. C'est pas la même atmosphère en fait. Ça. Bah, je trouve qu'un biopic en fait c'est beaucoup plus codifié. Alors que là on est vraiment dans un film qui va un peu dans tous les sens. Après moi ça me fait un peu penser à Rocketman qui est sorti en 2019. Voilà, c'est un biopic sur Elton John, mais pourtant le film c'est une comédie musicale. On est au resto et d'un seul coup on est heureux, on va danser sur les tables et tout. Et pourtant ça reste un biopic sur la vie d'Elton John. Pourtant il est pas du tout codifié comme un film sur Lincoln ou sur Gandhi par exemple, tu vois. Non mais oui, je suis d'accord. Après c'est très codifié quand même comme film vu que c'est un film de gangster et que je trouve qu'ils reprennent tous les mêmes choses, enfin les mêmes codes tout le temps. On va commencer en bas de l'échelle, monter au plus haut, et puis une fois qu'on est en haut, on retombe, quoi. Enfin, c'est tous les films de mafia, pratiquement, je crois que ça se passe comme ça, en fait. À peu près, ouais. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce film est réalisé par Martin Scorsese, quand même. Monsieur Martin Scorsese. Donc, petit oubli. Ouais, petit oubli, si petit. Qu'on a fait pas mal, des films de gangsters. Ouais, d'ailleurs, ouais, effectivement. Mais tous un peu basés sur le même modèle. On prend Casino, c'est 2 films très similaires. Déjà dans la construction et Mais Les Affranchis est mieux, je trouve. Ah, Les Affranchis, je trouve ça mieux aussi. Je trouve ça mieux maîtrisé. Alors dans ce film, on a pas mal de personnages. On va discuter beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages, ouais. On va commencer par le personnage de Henry Hill, le héros de l'histoire. Je me tourne vers Aurel. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage, de son traitement, de son évolution ? On commence par le voir assez jeune, donc dans ses débuts de vie de gangster.
on voit son évolution et moi je le sens pas à l'aise complètement avec ce qu'il fait et avec sa vie. Ouais. Il a l'air vraiment de se donner un genre en fait et d'essayer d'appartenir à ce monde-là, mais on sent qu'il a pas la même inconscience que les autres personnages du film. Ouais, je suis grave d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. C'est justement ça. En plus, lui, on le dira après, mais c'est le narrateur de l'histoire. C'est vraiment le personnage qui nous raconte et qui nous plonge dans ce milieu. Et c'est vrai que, comme disait Aurel, tu le sens pas. Enfin, tu sens qu'il a envie d'être dedans, mais de par ses réactions, sa façon d'être, tu sens des fois il est un peu en retrait ou qu'il va essayer d'éviter le conflit là où ses collègues vont plus essayer de le provoquer. Enfin, tu le sens gêné quand il se fait provoquer. Bah en fait, tu le sens à l'aise dans son rôle de gangster face aux gens lambda, mais dès qu'il est face aux autres personnes de son milieu et à des gens plus haut placés que lui et tout ça, tu sens que c'est pas un gangster de ouf, quoi. Il est pas si haut placé que ça, il se la raconte beaucoup dans la vie de tous les jours. Ah, tu trouves ? Bah quand même, toute la scène où il rentre dans le resto, enfin... Donc il y a toute la scène où il rentre dans le resto, où il va faire découvrir à Karen, à quel point il a des passes droits, à quel point... Enfin voilà, tout de suite il rentre par derrière, on lui donne la meilleure table devant la scène, enfin... Mais par contre, quand il est face à son chef, face à la police, il s'écrase un peu plus. Ah oui, il vaut mieux quand même. Ah bah ouais, non mais bon voilà. Mais c'est vrai que t'as aussi cette scène dans le restaurant où moi je trouve, alors c'est peut-être le jeu d'acteur qui est un petit peu bizarre, quand c'est Tommy qui le provoque un peu, qui le titille en lui disant ah ouais je suis pas marrant, non, en disant ah ouais je suis marrant. Oui. Il a un espèce de rire forcé, il a vraiment l'air pas à l'aise dans les interactions sociales avec les autres gens de la mafia, effectivement. Mais il a des chocottes aussi, parce qu'il pense que Tommy ne déconne pas. C'est vrai qu'il y a de ça aussi, ouais. Enfin, Tommy, c'est censé être son pote d'enfance, du coup. Ouais. Parce qu'ils se connaissent depuis tout petit, ils ont grandi ensemble dans la mafia, et du coup, cette scène, en plus, il me semble que c'est assez tôt quand ils sont adultes. C'est peut-être même une des premières scènes de leur vie d'adulte. 30 minutes de film, quoi, facile. Ouais. Et du coup, j'avais du mal à me dire que c'était le gamin avec qui il était quand ils étaient plus jeunes, parce que vraiment, il n'y a pas de complicité entre eux, quoi. Le mec le provoque direct et lui est tout de suite sur la défensive avec son... son rire. Je suis d'accord, et tu sens une vraie distance en plus entre eux. T'oublies même qu'ils ont été amis d'enfance. Moi, je sais que je ne me comporterais pas comme ça avec un ami d'enfance. Ouais, mais c'est Tommy. Hein. C'est Tommy, il est béchetard un peu quand même. Mais moi, je vous rejoins complètement sur ce ressenti par rapport à Henry. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Henry ne tire pas un seul coup de feu déjà pendant le film. Il participe à des meurtres, mais sinon de lui-même, à part casser le nez du mec qui a emmerdé sa femme, il va pas vraiment faire grand chose. Ouais. Voilà, il est pas très violent. Et la scène où Jimmy, Tommy et Henry vont tuer Billy Bats dans le bar, qui est une scène pivot dans le film sur laquelle on reviendra, et que du coup ils vont chercher des pelles chez la mère de Tommy, qu'elle les invite à bouffer à 3h du mat et tout. Les autres se marrent, tout le monde est heureux, en mode ah, maman, je t'emprunte un couteau, t'inquiète pas, je vais te le rendre, etc. Et Henry, lui, tire la gueule. Il tire la gueule, il est pas bien, tu sens que soit il a des états d'âme, soit il se rend compte qu'ils sont vraiment en train de faire une grosse connerie parce qu'ils ont quand même tué un caïd qui a une place hiérarchique importante, et du coup, voilà, après c'est toi qui te fais repasser si t'as pas eu de bonne raison pour le tuer. C'est même pas une bonne raison, faut avoir eu l'aval d'un autre parrain pour buter un parrain. Donc ils sont d'office dans la merde à ce moment-là. Et ouais, c'est vrai que cette scène, elle montre bien à quel point lui, d'ailleurs elle le fait remarquer, la mère, pourquoi il parle pas et tout ça, il mange pas, il parle pas, comme s'il était pas à l'aise avec ce qu'il venait de faire, alors que les deux autres sont totalement insouciants et se marrent presque de la situation, quoi. Ce qui est en vrai plutôt la réaction normale. Finalement, c'est beaucoup plus simple de s'identifier à Henry Hill quand même que aux autres. C'est ça. Mais c'est peut-être un parti pris. Ah bah oui. Oui, je pense que Scorsese est malin. Qu'on l'aime un peu. Et que oui, c'est servi de ce personnage-là pour nous faire rentrer dans ce milieu-là. Et on voit toute la mafia de son point de vue à lui.
On voit rarement des scènes extérieures à lui, peut-être avec Karen, mais j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de scènes sans lui. Non, je crois où pas. il est pas là. Donc oui, du fait qu'il soit moins violent, qu'il est plus réfléchi ou avec des remords, après il les exprime pas non plus. Enfin c'est vraiment, alors, moi, le ressenti que j'ai sur ce personnage, bah ça nous aide à nous identifier à lui et à prendre part à l'histoire qu'il essaye de nous faire découvrir. Alors en fait. que lui, justement, ne prend part à pas grand-chose. Bah finalement, en fait, même le cast de la Lufthansa, il y participe pas. Quand Jimmy refroidit tous les membres du groupe qui a participé au cast, bah lui, il a rien à voir là-dedans. Enfin, il est juste témoin, en fait, c'est ça, c'est de tout ce qui se passe. Sauf quand il est en prison, du coup. Où il est un peu plus acteur, du coup, de... Oui, parce que c'est le seul moment où en fait il est obligé vraiment de compter sur lui-même. Enfin, il est plus obligé de compter sur lui-même que sur sa famille, ce qu'il appelle lui sa famille dans le film. Quand il est en dehors, où il a tous les passe-droits, tous les... Bah là, ils sont moins protégés, puis il a moins d'argent pour avoir un train de vie correct, parce que bon... La prison, selon lui, correct selon lui. La prison, pour eux, ça a l'air sympa quand même. Donc oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et après, t'as l'évolution où donc, il commence à dealer puis à prendre de la cocaïne, du coup, c'est ça ? Ouais. Et j'ai trouvé que le jeu d'acteur, là, pour le coup, sur la fin, est vraiment excellent. Quand il rentre en crise de paranoïa, on est vraiment avec lui et on y croit. Et c'est une vraie prouesse pour le coup, ça, c'était vraiment... Ouais, elle est super sympa, cette scène, quand même. C'est 20 minutes qui retrace sa journée, là, c'est vrai que c'est bien, et puis ça va super vite, enfin comme tout le film, mais là, ouais, ça... Tu sens lui qui pâlit, qui devient transpirant, qui court dans tous les sens, qui s'excite pour un rien. Complètement paranoïaque avec son hélicoptère, là. Finalement, pas parano pour rien, mais... Oui, enfin bon, on sait pas vraiment si c'est ça. Et du coup, on enchaîne sur le personnage de Tommy. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce personnage ? Ah, Tommy, il est malaisant. Malaisant. Tommy, il fait peur un peu. Il est vraiment imprévisible. Moi, je le déteste. Carrément. Je le déteste. Carrément, tu le détestes. Et je le trouve insupportable. Il m'angoisse, en fait. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment le genre de... Tu sais, quand tu vas avoir une personne comme ça va être juste la merde dans ta vie. Ah, c'est ça. Moi, j'aime bien Tommy. Après, effectivement, bon, c'est pas quelqu'un de sain. C'est pas quelqu'un que, si je le rencontrais dans la vraie vie, j'aurais envie d'être pote avec, ça c'est sûr. Mais en tant que personnage dans un film, bah moi je l'aime bien, je le trouve assez badass. Il a des grosses couilles. Alors après, oui, il est un peu con, d'accord, ça on peut pas le retirer. Mais je le trouve très drôle, il a beaucoup d'humour. La scène avec Spider, quand il l'a pas entendu, et putain, je t'ai dit d'aller me chercher un verre et tout, il finit par lui tirer dans le pied. Finalement, 2 jours plus tard, le gamin l'envoie se faire foutre, du coup il le flingue. Ça te fait rire. Mais j'adore, c'est génial. Tellement méchant. Et c'est gratuit en plus. Bah oui, c'est gratuit, mais j'aime bien ce personnage. Même quand il embrouille le patron du restaurant au tout début du film et qui dit à ses potes, vous voulez rire, la semaine dernière il m'a demandé d'être le parrain de son gosse. Enfin c'est génial quoi, alors que le mec il le victimise il a aucun respect pendant tout le ce garçon, film. moi, je trouve. Mais moi j'adore. Oui, non mais moi aussi j'aime bien, il me fait marrer, mais comme personnage quoi. Ouais, tu trouves pas finalement qu'il tire presque vers la caricature ? Peut-être un peu. À être aussi imprévisible, à dégainer son flingue pour un rien ? Oui, peut-être qu'il tire vers la caricature, effectivement. Mais c'est une caricature qui ne me gêne pas, à vrai dire. Ça me dérange pas beaucoup. Oui, puis en fait, ça reste assez crédible peut-être dans la mafia d'avoir... un petit chien fou quoi. Ouais, il y a des cons partout en vrai, donc je suis sûr que dans la mafia, des mecs comme Tommy, ça a déjà existé quoi. Pour un regard, il t'embrouille. Et si tu l'embrouilles en retour, tu finis dans une poubelle quoi. Mais là où je suis assez d'accord avec les filles, c'est que il embrouille même ses potes quoi. Enfin la scène dont on a parlé tout à l'heure dans le restaurant, moi ça serait mon pote, mais je serais super mal à l'aise, enfin je saurais pas comment réagir face à ça, enfin... T'aurais peut-être eu un rire forcé. Bah voilà. C'est ça. Finalement tout ça. Lui c'est ton pote dans la vie, mais non, fuis, éloigne-toi quoi. Parce que comme tu disais, c'est des problèmes à venir, c'est sûr. Au final, il finit quand même par récolter tout ce qu'il a semé à la fin, parce qu'il se fait tuer, il se fait abattre par la mafia, mine de rien. Donc au final, son côté imprévisible, violent, insultant, j'allais dire m'as-tu vu, pas vraiment, mais un peu je peux tout me permettre, bah ça s'est retourné contre lui et il est mort à l'âge de quoi, 35 ans quoi. J'imaginais pas autre chose du coup pour lui. Ah mais c'est sûr. Comportement, on le sait que ça va mal se terminer. Ah ça peut que mal se finir pour lui. C'est horrible, mais c'est presque un soulagement en fait qu'il meurt. Pour lui. Ouais. J'ai juste une question. Quand il se fait buter, il est sur le point de devenir parrain lui-même ?
pas vraiment parrain, ils disent caïd. Oui, je pense que c'est une hiérarchie en dessous. Il monte un peu en grade. Ouais, il monte en grade. Bah, ouais. en fait, il va Mais alors, devenir... est-ce que c'était sincère J'imagine que c'est Paulie, du coup, qui doit lui proposer... C'est plusieurs caïds, en fait, qui décident d'en intégrer un nouveau, je pense. Enfin, dans les films de mafia, c'est souvent comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait de manière volontaire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait en se disant, comme ça, on va le buter? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça on va le buter. On va lui donner un peu d'espoir, histoire que voilà, et on le bute direct. Tu vois, c'est toutes ces subtilités-là que j'ai du mal à saisir parfois dans les films de mafia. Bah en fait c'est souvent le cas, ouais. Il l'explique d'ailleurs, c'est que tu le vois jamais venir en fait quand ça vient de la mafia. Il y a plusieurs exemples dans le film comme ça, où quand il bute celui qui vend les perruques. Maury. Bah, ils lui font passer une super soirée, ils le mettent super à l'aise, et c'est au moment où il s'y attend le moins qu'il le tue. Et c'est dans beaucoup de films de mafia, ça se passe comme ça, enfin j'ai l'impression. Mais la mort de Maury, moi j'ai l'impression qu'elle a pas été préméditée, parce que quand Tommy le tue, il lui enfonce un couteau dans le cou à l'arrière de la voiture. Il dit j'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter de jacter, et ensuite on a Jimmy interprété par Robert De Niro qui dit oh putain tu fais chier, bon allez c'est toi qui creuses le trou et tout, tu nous emmerdes quoi. Moi je pense que c'était prémédité, mais peut-être pas à ce moment-là. Peut-être que effectivement il a craqué et il en avait marre de l'entendre, mais je pense que la finalité elle aurait été la même. C'est juste peut-être qu'il voulait pas que ça se passe dans la voiture, pas comme ça. Mais moi je la sens en tout cas venir. Ils font bien monter la tension. Tu sais que ça va mal se finir pour lui. Ça fait même un peu de peine du coup parce que tu le vois content. Il est pas méchant, il est juste un peu lourd quoi. Un peu beaucoup. Ouais, enfin bon, un peu lourd, ça mérite pas de... Est-ce que tu mérites de mourir parce que t'es lourd? Je suis pas sûre. C'est ça. Surtout pour un truc qui est légitime. Oui, c'est vrai. Même juste son fric, il a raison. Non mais ça s'explique après, je suis pas en train de justifier les actes de personnages, mais après ça s'explique, je suis désolé. Non mais après c'est une grande gueule, et forcément à un moment il va parler à quelqu'un, enfin ils essayent d'effacer leurs traces à ce moment-là aussi. Ouais, tu sens qu'il peut faire des boulettes facilement. Ouais, grave. Tu sens que c'est pas un mec fiable, quand même. Ouais si, ça se justifie. J'aurais fait comme eux. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Jimmy, du coup, interprété par Robert De Niro? Moi, j'aime bien. Ouais. Mais bon, je suis fan de De Niro et du coup, je le trouve classe. C'est un peu la force tranquille, non? Ouais. Moi, je trouve qu'il fait pas grand-chose au début du film et finalement tout se déclenche après la Lufthansa pour lui. Enfin, il les aide, mais est-ce qu'il est vraiment moteur de certaines choses avant ça? En tout cas, il bute pas mal de gens. Ils le disent, que justement, il en faut peu pour... Quand ils font sa présentation, tu sais, il explique qu'à 15 ans ou 16 ans, il exécutait déjà des contrats pour la mafia, et tout ça. Enfin, c'est un... Comment on appelle ça? Un homme de main. C'est un homme de main. Mais tout ça, tu le vois pas, en fait. Non, mais tu les vois rarement faire des mais trucs. Je trouve que pour le coup, Jimmy, on le voit pas beaucoup du film. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, je le dirais pas comme ça. Moi, je trouve qu'on le voit beaucoup. Effectivement, il est très présent, mais il est un peu comme Henry. Il fait pas grand-chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le modèle de Henry, un peu pour parler un peu grossièrement son sensei, quoi. Et au final, Henry dit amen à tout ce que fait Jimmy. On sent clairement de l'admiration quand il le rencontre, qu'il est jeune et qu'il le voit mettre des billets de sang parce que les glaçons sont froids dans la poche du serveur. Il est clairement en admiration devant lui. En fait, il a envie surtout de lui ressembler, je pense. Après, Jimmy, c'est quelqu'un qu'on voit pour le coup commettre des meurtres, on le voit tirer sur des gens. Et à la fin, c'est quand même lui qui prévoit de tuer Henry. Et Henry s'en rend compte au dernier moment. Donc Jimmy, il est quand même actif dans le film. Je trouve qu'il arrive, il fait des choses, mais que vers la fin du film, quoi. C'était ce qui m'en intéressait. Après, en plus, on sait jamais vraiment... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. S'il a vraiment prévu de le buter, en fait. Parce que c'est Henry qui interprète ça comme ça. Mais Henry, il est sous coke, complètement parano, à ce moment-là. Il y a la scène aussi avec Karen. Oui. Où il lui dit d'aller chercher les robes. On n'est pas sûr, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il y a un truc sous-jacent. On sait pas s'il allait le trahir finalement. Henry, c'est son dernier pote à Jimmy. Ouais, mais il le poucave, hein, donc merci le pote. Il le poucave après. Oui, d'accord, mais... Parce qu'il croit il croit ou il pense qu'il a envie de le buter. Mais on n'a jamais la confirmation que c'est ce qui allait se passer. Mais c'est du bon sens. Bien sûr qu'il allait le faire tuer. Il l'envoie en Floride. Ok.
Il l'envoie en Floride pour aller tuer un mec, alors que jamais il lui a demandé un service comme celui-là. Et c'est au moment où il se parle plus qu'il le convoque pour lui dire ah vas-y va tuer quelqu'un en Floride. Tu prends 2-3 jours, tu bronzes. Non mais je suis d'accord avec toi. On nous le fait voir comme ça, mais comme on voit tout du point de vue d'Henri. Est-ce que c'est pas sa parano qui parle? Voilà, c'est ça. Bah, j'ai un peu de mal à le voir comme ça, mais je comprends votre point de vue, effectivement. Après, peut-être que j'y repenserai au prochain visionnage et que ça me paraîtra limpide. Mais là, pour l'instant, non, moi j'ai toujours pensé que Jimmy voulait le buter, quoi, clairement. Non mais oui. Enfin, c'est présenté comme ça de toute façon, mais on n'a pas la confirmation. Et au niveau des personnages féminins, il y en a pas beaucoup. Il y en a un seul, à vrai dire, c'est Karen, la femme de Henri, qui est quasiment un second personnage principal, j'ai envie de dire, tellement elle l'accompagne dans toute sa vie. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Marianne, du personnage de Karen? Moi, j'ai vraiment aimé le personnage de Karen, et surtout, j'ai vraiment été agréablement surprise qu'elle prenne aussi une partie de la voix off, qu'on ait un peu son point de vue à elle. Et je trouve qu'elle est vraiment... Elle est dépeinte finalement comme une femme assez forte. En tout cas, de toute façon, pour être la femme d'Henri, je pense qu'il faut une sacrée paire. Et ouais, j'aime beaucoup ce perso. J'ai juste un souci de... tout d'un coup, on apprend qu'elle prend de la coke. Ça m'avait vraiment surprise pendant la séance au cinéma. Je suis genre, ah bon, d'accord, ok. Du coup, ouais, il me manque peut-être quelques petits trucs en plus sur elle. Et vraiment, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Aurel? Mais moi aussi, je l'aime bien. Je comprends pas son évolution. Par contre, comme dit Marianne, elle passe du rencard d'Henri, où elle sait pas ce qu'il fait. D'un coup, elle est au courant, mais on sait pas trop si elle accepte ou pas, ou ce qu'elle en pense. Et finalement, on la voit briller quand elle sait que Henri a des maîtresses. Voilà, elle est à mourir de rire. J'adore sa réaction où elle va sonner chez le concierge de sa maîtresse pour lui dire qu'il loge une pute. Il y a une pute dans votre immeuble. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que beaucoup de filles auraient peut-être réagi comme ça. Ça va. Mais, une ou deux garçonnières, bon, ça va. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi il y a une scène où en fait j'ai l'impression que Karen accepte clairement d'être avec Henri. C'est le moment où elle s'est fait agresser par son voisin d'en face. Et que Henri va lui péter la gueule à coups de crosse, et qu'au final il lui remet dans la main le gun avec du sang dessus, il lui dit cache-le, et elle dit moi ça m'a pas donné envie de fuir, ça m'a excité, et on la voit saisir le gun et mettre son doigt sur la détente comme ça. Oui, c'est ça qu'on a oublié de dire, c'est qu'elle est folle de lui en fait. Elle l'aime vraiment beaucoup, et au début elle essaye de le changer, elle essaye de lutter contre ce qu'il est. Je suis pas sûre qu'elle essaye de le changer. Il y a quand même un moment où ça se passe. Beaucoup, elle est d'accord pour mener ce train de vie là, et donc elle ferme les yeux sur ce qu'il fait jusqu'au moment où elle le sait et où elle est d'accord en fait. Mais elle a pas l'air à l'aise non plus dans ce milieu-là, parce que quand on la retrouve, parce qu'elle vient pas de là, ouais, je suis voilà, quand on la retrouve avec je suppose les autres femmes des autres mafieux, elle a pas l'air d'être à sa place du tout. Oui, mais c'est ça. Parce qu'elle vient pas de là. Et finalement, elle accepte pour Henri, quoi. Elle n'a pas envie d'appartenir à ce milieu-là. Et je pense qu'il y a un basculement du personnage à un moment. Je pense que c'est après la prison, après que Henri aille en prison, où en fait, là, pour le coup, elle embrasse vraiment sa vie de gangster. Elle va l'aider, elle va commencer à vraiment l'aider, en fait, à cacher la coke, à être au courant de tout, à renvoyer les keufs, à prendre de la drogue. À lui amener de la drogue en prison, enfin tout ça, où vraiment là elle va devenir active des activités d'Henri. Je trouve qu'il y a deux pans à ce personnage. Il y a le début où elle sait pas trop, elle accepte sans accepter, au point où il s'engueule, où il y a toute la scène où elle lui braque le flingue au réveil, voilà. Et après ce moment-là, je trouve que comme si elle acceptait ce qu'il était, et même qu'elle décidait de l'accompagner dedans. Après, il a vraiment une emprise sur elle. Cette scène-là où elle lui braque le flingue, et que finalement c'est lui qui retourne la situation, etc. Elle finit à terre à pleurer en disant je suis désolée.
Moi, ça me fend le cœur. Elle est folle de lui au point de s'excuser de ses actes à lui. Mais le truc, en fait, je pense qu'elle est pas contre sa vie de gangster. La seule chose, en fait, qui la blesse, c'est qu'il la trompe. Ouais. Mais clairement. Oui, Donc, oui, est-ce qu'elle rentre pas plus dans le business pour être plus proche de lui, pour éviter qu'il ait des maîtresses? Est-ce que ça, c'est pas aussi un élément qu'il a... Il y a moyen, qui la pousse à aller là-dedans. Je pense. Et à la toute fin, du coup, quand elle se plonge à corps perdu, moi, je pense aussi qu'il y a un petit peu de... je me suis habitué au luxe, j'ai 2 ou 3 enfants, j'ai pas envie de tout perdre, donc finalement, tant pis, un peu comme Skyler White dans Breaking Bad, qui au final n'adhère jamais vraiment à ce que fait Walter, mais s'y plonge parce que tout ce qu'elle a pas envie de le perdre, et elle sait très bien que dans tous les cas, elle sera cataloguée de complice, donc autant y aller à fond, quoi. C'est marrant parce que je l'ai vraiment, justement, moi, comparé dans ma tête à Skyler. Ouais. J'ai vu pas mal de similitudes aussi. Elle est moins chiante que Skyler, quand même. Mais Skyler a le droit d'être chiante, vu ce qu'il lui fait. Ouais, Skyler, elle est bien chiante, quand même. Arrêtez le Skyler bashing, franchement, elle mérite. Elle ne mérite pas. Ah non, Skyler, quoi. Et je l'aime beaucoup, hein, mais elle est chiante. Quand même, quand elle va voir Jesse Pinkman en mode arrêtez de vendre de la drogue à mon mari et tout, quoi, s'il te plaît. Bref. C'est vrai que tu comprends à la fin de la série pourquoi elle est chiante. Au début, tu l'aimes pas. Voilà. C'est clair. À la différence de Karen, que je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, on l'aime tout de suite, Karen. Enfin, j'ai bien aimé ce perso tout de suite. J'ai été surpris parce que je m'en rappelais plus. Qu'elle prenait la narration, justement, la voix off à un moment et qu'elle la garde assez longtemps et que c'est elle qui va raconter ce qu'elle voit. Et ça, je trouvais ça super cool. Ouais, non, c'est un perso qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. En définitive. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, cette voix off, qui est à la fois prise par Henry et à la fois par Karen, ne disparaît jamais du film. Vraiment. Et t'as de la voix off, t'as peut-être un trou de 10 minutes où il n'y a pas de voix off, mais c'est tout, quoi. Sinon, c'est tout le temps narré, tout le temps expliqué, il t'explique toujours son ressenti, etc. Et la première fois que j'ai vu Les Affranchis, comme beaucoup de gens, je me suis dit, bon, au bout d'une demi-heure, le narrateur va partir, comme dans la plupart des films qu'on mate. Et encore une demi-heure, c'est long. Ouais, et encore une demi-heure, c'est long. Mais voilà, je pensais que ça allait faire comme dans Titanic, quoi. Au bout d'un moment, la vieille dame, elle disparaît. Mais c'est là où, pour moi, du coup, ça me fait vraiment penser à un biopic, c'est que finalement... T'as cette espèce de truc où t'attends la fin de la voix off pour te dire on va enfin rentrer dans l'histoire, mais en fait non, on te raconte la vie d'un gars, enfin c'est un gars qui te raconte sa vie. Donc en fait elle part jamais. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant, t'attends en te disant ce sera peut-être à la première scène qu'on a vue que la voix off va disparaître quand on arrivera au moment où ils enterrent Bats. Ouais. Finalement non, elle est toujours là, puis bon après on s'y fait mais ouais, c'est assez déroutant. Mais ça t'a dérangé, toi ? Ça m'a gêné au bout de 35 minutes de film où je me suis dit bon, quand est-ce que la voix off va s'arrêter ? Et puis bon, après tu comprends qu'elle sera là toujours, donc ça va. C'est quand même c'est une belle façon de raconter une histoire finalement. Ouais. Ça change. Mais c'est justement ce que je trouve très original, moi, dans Les Affranchis, c'est que du coup t'as cette voix off qui t'accompagne tout le temps. T'as pas vraiment de fil rouge, c'est plutôt plein de petits épisodes de 20 minutes qui vont être racontés comme ça. Comme on disait, ça aurait presque pu être une série télé. En 10 épisodes, tu nous fais une mini-série, des épisodes de 50 minutes et t'as Les Affranchis, quoi. Mais je trouve que au niveau du parti pris de ne pas raconter vraiment une longue histoire avec un vrai fil rouge, etc., ça te plonge encore plus dedans et ça fait que tu ne vois pas le temps passer. Ce qui fait qu'un film qui dure 2h40 ou 2h45, finalement, il s'est passé tellement de choses dans le film et tu enchaînes tellement péripétie sur péripétie, événement sur événement, qu'au final, au bout des 2h40, t'as parfois l'impression de n'être là que depuis 1h30. Il fait vraiment 2h40 ? Un truc comme ça, ouais, il est vraiment long. Ouais, effectivement, j'ai pas vu passer le temps. Voilà. Contrairement au dernier film qu'on a fait ensemble. Ouais. Qui pourtant durait 2h10. Ah ouais, non là vraiment, on sent pas le temps passer. Ouais. Non. Tu l'as trouvé long ? Ouais, moi, après je l'avais déjà vu, et c'est vrai que, je sais pas, au bout d'un moment, je trouvais ça long. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui se répétaient. Un peu, il y a un peu un ventre mou au milieu où il se passe pas grand chose en fait. La première fois que je l'ai vu, il m'a pas semblé long, donc c'est peut-être parce que je l'avais déjà vu en fait. Et toi, Aurel ? Moi, je l'ai pas trouvé long, mais il est tellement rapide par contre que c'est vrai que j'étais quand même contente que ça se termine pour souffler un peu parce que il faut suivre, il se passe. Ça va à 100 à l'heure. Ouais, ça va à 100 à l'heure tout le temps.
Et du coup, non, je me suis pas ennuyée. Je peux pas m'ennuyer alors que ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai que du coup, t'as beaucoup de scènes, beaucoup d'actions différentes. Ouais. Moi, je me souviens certainement pas de la moitié du film, en fait. Ça, par contre, c'est vrai que t'imprimes pas tout, quoi. En plus, toi, n'ayant pas vu beaucoup de films de gangsters et tout ça, comment tu ressentais ça? Parce que, c'est vrai que t'as énormément d'informations, t'as des noms dans tous les sens, ils te présentent toute la mafia à un moment, mais impossible de se rappeler de tous les noms. Sur un super plan séquence. Non mais c'est magnifique, mais à part Jimmy deux fois, je me rappelle de personne. Voilà. Comment toi tu ressens ça quand t'as jamais vu le film, que t'as pas les codes, en plus que t'as pas l'habitude de voir ce genre de film-là? Est-ce que t'arrives à tout saisir ou pas, quoi? En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, donc tu pars de l'enfance du gars, et en plus de ça, tu pars, il te raconte vraiment la hiérarchie qu'il y a dans la mafia. Paulie, son rôle, t'as un petit exemple en plus avec un restaurateur. T'as un gars qui lui demande d'être son associé. Oui. Et donc qui finalement va devoir payer Paulie toute sa vie, et que ça le ruine, et que mais en même temps c'est son seul moyen à lui de s'en sortir. Donc comme ça tu comprends un peu le système de la mafia, donc ça j'ai bien aimé, parce qu'effectivement je connais pas grand chose à tout ça. Après ouais, tu t'en prends plein la gueule, il y a beaucoup de trucs. Ouais, c'était cool, c'était pas simple à suivre. Mais pourtant, moi, je trouve pas qu'il y ait de gros problèmes de rythme, parce que même si l'histoire avance à 100 à l'heure, il y a quand même des moments où on se pose, et c'est toujours des moments musicaux, parce que la musique, elle est omniprésente dans ce film, mais il y a plusieurs moments où les personnages sont assis, sont en train de regarder un spectacle, et où tu te tapes la chanson quasiment entière, et c'est des moments, à chaque fois, qui sont un peu charnières dans la vie des personnages, et ces moments-là, il y en a au moins 3 ou 4, et c'est vraiment des petites pauses, des petits moments où on retombe, où on a des plans calmes, etc. Qui permettent justement d'intégrer toutes les informations que tu viens de te prendre. Ouais. C'est ça, mais la musique est omniprésente, de toute façon, dans ce film, quoi. Il y a très peu de scènes sans musique. Et d'ailleurs, il n'y a aucune musique originale. Ça aussi, j'ai remarqué juste là, au dernier visionnage, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a que des morceaux préexistants que Scorsese a utilisés, mais il n'y a aucune composition originale, etc. Et quand j'ai regardé tous les morceaux qu'il y avait dans le film, il y en avait entre 30 et 40, quoi. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Ça fait une belle BO. Ouais. Et finalement, moi, ça me manque qu'il n'y ait pas une musique originale. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça manque d'une couleur, en fait. Du coup, je peux pas vraiment associer ce film à une BO, et pour moi, c'est assez important de pouvoir se... J'aurais aimé qu'il y ait un thème pour Henry, un thème pour Karen, un thème pour Paulie, pour Jimmy, qu'on puisse les identifier. Ouais. Les musiques sont très chouettes, parce que de toute façon, les musiques à cette époque étaient très chouettes. Mais je trouve que ça manque. Alors moi, ça m'a pas manqué, parce que justement, ça m'a permis d'être dans le réalisme de l'histoire vraie, et de me dire, c'est une vraie vie. Tout est vrai, même la musique a existé, même ces titres-là est passé certainement à cette époque-là, et du coup, ça m'a fait plus rentrer dans le réalisme de l'histoire. Bien, ouais, j'entends. Bah... le mec qui a rien à dire, qui la musique, moi j'aime pas trop moi, ça. la musique, non mais contrairement à toi, genre c'est vrai que moi la musique, c'est pas un truc qui me saute aux oreilles pour le coup souvent quand je regarde des films. Il faut vraiment qu'elle soit identifiée, marquée de ouf pour que je me rende compte de la musique et de sa présence ou non à l'écran. Et en plus là, comme tout va super vite et que t'as de la musique tout le temps, je t'avoue que je me suis pas vraiment attardé là-dessus quand je l'ai regardé. En fait, c'est pas que je me suis pas attardé là-dessus, mais ça m'a pas plus choqué que ça, ou surpris que ça, ou marqué que ça, quoi. Je trouve qu'elle coule avec tout le film, comme le film coule tout le temps, trace tout le temps, et la musique fait ça. Mais la musique est omniprésente, oui et non. Parce que pendant la dernière demi-heure du film, on a zéro musique. À partir du moment où Henry sort de chez lui, que t'as un policier qui le braque à la fenêtre, qui pensait qu'il allait se faire buter par la mafia, finalement c'est un flic qui lui dit coupe le moteur, etc. Et tout, et que Henry se fait serrer pour la dernière demi-heure de film. Je te sens perdu, Marianne. C'est à la fin, quand il se fait choper et que du coup il va balancer les autres. À la fin de sa journée, avec l'hélico, la police le chope, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de musique. On est dans un silence total. Il n'y a du coup pas de compo originale et aucune chanson pendant la dernière demi-heure du film, et il n'y a que de la voix off et des dialogues. Et ça, je trouve ça très brillant, parce que ça symbolise vraiment la fin
de cette vie-là pour lui. À partir du moment où le policier le braque, bah ça y est, tout est fini. Et du coup, il n'y a plus de musique. Et en plus, les musiques, à chaque fois, elles étaient enjouées. Il n'y avait aucune musique triste. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas vraiment de moments réellement tristes dans le film. Il y a des moments touchants, des moments qui peuvent te faire de la peine, mais des moments vraiment tristes, il n'y en a pas. Du coup, tout ce folklore un peu qu'on te met autour de la mafia, et bah d'un seul coup, tout s'arrête. Et on va balancer tout le monde. Et je trouve ça super brillant pour la dernière demi-heure, perso. Je devrais peut-être plus écouter la musique dans les films, hein. Ça a l'air cool de le voir comme ça. Ah, on peut faire de la mise en scène avec de la musique, hein. On peut faire des choses avec ça. Non, mais ça, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée, enfin je l'ai pas vu quoi dedans, mais du coup c'est super intelligent, je suis d'accord. Et en parlant du coup de la fin, moi j'ai pas très bien compris ce plan. Donc Henry s'est fait arrêter, il nous raconte que maintenant du coup il est sous protection des témoins et qu'il a une vie de banlieusard, tout ce qui est de plus banal, la vie d'un plouc qui déteste ça, etc. Il va pour ramasser son journal et on a un plan, alors c'est pas subliminal parce qu'il doit durer au moins 2-3 secondes, on a un plan de Tommy qui tire face cam. Et moi je me posais vraiment la question de pourquoi ce plan, pourquoi Tommy, pourquoi pas un autre, pourquoi pas se revoir lui-même dans une action. J'ai pas tout à fait saisi ce plan. Bah moi non plus, à vrai dire, mais je me suis jamais questionné sur ce plan en fait. Et ouais, pour moi ça coulait de source en fait. Pour moi ça symbolisait un peu le souvenir de cette époque. En plus ça, du coup c'est un plan qui est uniquement tourné pour cette scène-là. Tu vois, c'est pas c'est pas Tommy qu'on revoit faire une action, etc. Donc en fait j'ai l'impression que c'est un peu toute cette époque qui lui revient en tête. Ce côté, on faisait ce qu'on voulait, on pouvait tuer qui on voulait. Enfin je sais pas. Moi je le lis un peu comme ça. C'est vrai que Tommy, il représente un peu l'insouciance totale des gens dans la mafia, des gangsters et tout ça. Après, moi, je le vois pas forcément comme toi. Moi, je le vois plus comme... En fait, on nous montre Tommy parce que c'est le déclencheur de la fin. Enfin, de la chute d'Henry. Pour moi, c'est ce qui va précipiter sa chute. Le fait qu'il tue Bats et que, finalement, du coup, la mafia l'élimine pour l'avoir fait. Bah c'est ce qui va les mettre Jimmy et Henry dans la merde en fait. Parce qu'en fait ils sont complices de ça. Et pour moi ça représente vraiment l'élément qui lui a fait tout perdre. Ce personnage là c'est celui qui lui a fait tout perdre. Je suis pas d'accord. J'ai pas l'impression que... Alors cette scène... T'as pas le droit de pas être d'accord. Cette scène est effectivement charnière, ça je suis d'accord, la scène où il tue Billy Bats. Mais c'est à partir de cette scène que les merdes vont débarquer. Mais j'ai l'impression que Henry, perso, il est beaucoup plus dans la merde parce qu'il a décidé de vendre de la coke qu'il est parti choper à Pittsburgh, que parce que Tommy a tué Billy Bats. Oui, mais en fait, il est dans la merde parce qu'en fait, depuis toujours, il appartient à ce trio qui, eux, ont envie presque de s'émanciper de la mafia, de faire autre chose, et qui l'embarquent un peu, pas malgré lui, parce que lui, il est quand même fidèle à Polly, il est quand même un peu malgré lui dans leurs embrouilles, en fait. Et du coup, pour moi, celui qui représente le plus ça, c'est Tommy, parce que c'est le plus instable des trois. C'est celui qui, à tout moment, peut vriller. Ouais, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, cette scène à la fin. Voilà, c'est... on te rappelle que c'est ça. Mais un peu aussi, ce que tu disais tout à l'heure, l'insouciance de la mafia, puis la violence. Ouais. Mine de rien. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette scène, Aurel ? Mais moi, je suis du point de vue de Marianne, c'est-à-dire que j'en ai pas. J'ai pas compris Pourquoi cette scène. Je sais pas. Voilà. Vraiment, c'est... À moins que ce soit sa peur que les gars le retrouvent et le flinguent. Mais alors pourquoi Tommy ? Mais Tommy, il est déjà mort en plus à ce moment-là. Oui, mais je sais pas, parce que Polly est en prison, Jimmy est en prison, Polly est mort en prison, Jimmy est sorti en 2004, donc je sais pas, peut-être parce que il fallait mettre un visage dessus et que c'est le visage du mec le plus taré. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas lui, en fait. Lui-même ? Ouais, lui-même. Qui se réimagine lui en train de faire un truc de gangster, quoi. Et pour le coup, on l'aurait vu tirer au pistolet dans le film. Ouais, mais après, je suis pas sûr que ce soit lui qui imagine quelque chose. Enfin, c'est pas adressé à lui, le face cam. Il est adressé à nous, enfin, aux spectateurs. Il regarde la caméra juste après, quand même. Il ramasse son journal. Oui. T'as Tommy qui tire, et ensuite il regarde la caméra, et il rentre chez lui, il ferme la porte, et c'est la fin. Oui, mais le plan en lui-même,
c'est un fast cam où Joey Pesci, Tommy, tire en direction du spectateur. Donc c'est pour le spectateur, je pense, ce plan. C'est plus un dernier choc, ou peut-être comme un dernier choc, je sais pas, une dernière piqûre de rappel de ce qu'a été sa vie. J'aimerais bien avoir l'avis de Scorsese là-dessus. Eh ben écoute, on va l'appeler, et on l'invitera la prochaine fois. Voilà. J'aimerais bien qu'il m'explique, là j'ai toujours un peu du mal à le saisir ce plan. Ça me gâche pas la fin en soi, hein, mais c'est vrai que pas assez lisible peut-être pour moi. Et il y avait un autre truc aussi qui t'interrogeait, c'était pourquoi le film commence par la mort de Billy Bats et qu'ensuite on retourne dans les années 50 pour te raconter les débuts de Henry, quoi. Ouais. Et finalement, quand on regarde le film, cette scène-là, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus impressionnant, qu'il y ait beaucoup plus d'impact tout de suite. Et finalement, cette scène-là, donc on la voit au tout début, on la revoit à peu près au milieu du film, et elle passe comme une lettre à la poste. Quand même, ils sont d'une violence. Finalement, elle est ultra importante, je m'en rends compte, parce que tout va découler de ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais genre, ah ok, c'est juste une scène comme une autre, on a commencé comme ça au hasard, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils entendent encore que le corps est... Du coup, que le mec est toujours vivant dans le coffre, ils montrent aucune pitié, aucune émotion dans la façon dont ils l'abattent. Et moi, je trouve ça hyper violent et ça représente vraiment... Ça représente le film, quoi. C'est pour ça que c'est la scène d'ouverture. Et c'est surtout aussi à ce moment-là, pour moi, que tout bascule. Ouais, c'est à ce moment-là qu'ils remonteront pas. Je trouve que Marianne, elle a raison aussi, c'est sûrement qu'au premier visionnage, tu te rends pas compte que c'est à ce moment-là que tout bascule. J'ai juste fait confiance à Scorsese, du coup, moi je me suis dit, c'est pas pour rien. Oui, t'as eu raison. Ouais. Mais c'est latent en fait comme menace. Oui, c'est ça. Au final, après, pendant tout le reste du film, c'est. Parce qu'en fait, personne ne sait que c'est eux. Je l'ai pas vu venir, pour le coup, qu'il allait se faire buter pour ça. Je l'avais presque oublié cette scène, du coup. Je m'étais dit, bon, bah, c'était juste pour démarrer le film, il fallait accrocher un peu les spectateurs, et puis. Et du coup, ouais, c'était un bon retournement de situation, je m'attendais pas à ça. Mais moi, ça me surprend pas trop quand même, parce que Tommy, mine de rien, il s'énerve dans le bar face à Billy Bats, il y a beaucoup de témoins, il se barre en disant le laissez pas sortir. Finalement, bon, il se fait buter le soir même, en tout cas il est porté disparu le soir même, pas besoin d'appeler Sherlock Holmes ou elle pour remonter jusqu'à lui, quoi. Bah finalement, ça met des années à remonter jusqu'à lui, non ? Ah non, ça met 6 mois. Ah, et parce qu'il dit, il faut qu'on... Ah non, ça met des années. Ils vont déterrer le corps. Voilà, ils vont déterrer le corps au bout de 6 mois. Oui, puisqu'il est sur une zone constructive. Ouais. Tu veux une cuisse, une aile ? Mais d'ailleurs, cette scène, ça montre encore à quel point Henry, c'est le seul conscient de ce qui se passe. Ouais. C'est le seul à vomir, c'est le seul à trouver ça affreux ce qu'ils sont en train de faire, et les autres sont là, bah allez, vas-y, tu creuses, mon gars. Et puis ils font des vannes, comme il vient de dire. Ouais, ils font des vannes, ils dédramatisent tout. Finalement, presque la scène où il le rebute dans la voiture, je me demande s'il y a même pas aussi une vanne, tu vois, qui dédramatise le truc. Oui, il y a un petit effet comique dans sa façon, un peu, même si c'est ultra violent, mais ça il y a une blague aussi juste après, parce qu'il lui dit allez démarre la voiture, putain, il dit attends faut que ça chauffe et tout, et t'as un petit moment comique où ils ont le cadavre dans la bagnole et Klaus il dit attends putain la voiture faut qu'elle chauffe. Non, et c'est tout ça, quoi. C'est l'insouciance des affranchis et la conscience des spectateurs représentés par Henry, je pense. Enfin, Henry il représente ça, la conscience du spectateur face à ce qu'il voit. Et ce qu'il sent, parce que t'as l'impression que les autres ils sentent pas l'odeur du cadavre, alors que lui il est en train de vomir, et même moi j'ai eu l'impression que ça sentait mauvais, et eux ils le vivent hyper bien. C'est dégueulasse, il gerbe dans son Ah, c'est affreux, c'est dégueulasse. Toi t'en as pensé quoi alors ? Tu penses quoi de ça ? De cette scène d'ouverture ? Ouais. Moi perso je l'adore. Alors la première fois que j'ai vu le film elle m'a foutu la gerbe. Au moment où ils ouvrent le coffre, que t'as Tommy, il dit putain il est encore vivant, et il met les coups de couteau comme ça. J'étais pas prêt, en plus j'avais moins de 16 ans, je savais que le film était interdit aux moins de 16 ans, j'étais une petite tapette, donc forcément ça commence comme ça, c'est mon grand frère qui me dit allez on mate ce film, il est génial et tout. Comme au cinéma d'ailleurs pendant la dernière séance qu'on a vécue. À partir du moment où ils chopent le facteur et lui mettent la tronche dans le four à pizza en lui disant plus de lettres de l'école chez Henry, à partir de là, le film m'emporte avec lui, et à chaque visionnage, c'est toujours cette scène-là qui m'emmène. Et quand on est allé le voir il y a quelques jours tous ensemble... Des petits soucis, je crois, quand même. Tu crois ? Des petits soucis de violence. Quand on est allé voir le film tous ensemble, bah, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà revu pendant le confinement, ce film-là.
Et je me disais, bon, allez, 2h40 et tout, on y va parce qu'on va le voir au Cinoche, mais j'étais pas non plus ultra enjaillé. Et à partir de cette scène où la réalisation fait un arrêt sur image, bah le film m'emporte à 100%. Et ça y est, je suis prêt pour les 2h40 et il n'y a pas de souci, j'enlève mes pompes, je prends du popcorn, de l'eau et je suis ready. Mais ça, c'est un effet de mise en scène dont on n'a pas parlé. Mais t'en penses quoi, toi, justement, de tous ces arrêts sur image? Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts sur image, c'est un effet qui est beaucoup utilisé dans ce film, tous les arrêts sur image à des moments plus ou moins importants, j'ai l'impression. Ah, ils sont tous importants. Ils sont tous importants. Ah bah oui, carrément. Je me rappelle plus s'ils sont tous importants. C'est les moments, Henri va t'expliquer un truc, je trouve. C'est stop, pause, photo mentale, voilà ce que j'ai pensé de ce truc, ou voilà ce qui se passe, voilà qui c'est. Moi, je trouvais ça assez malin pour le coup. Et assez osé. Je sais pas si ça marcherait encore de nos jours, tu vois. Je pensais que tu trouverais ça vieillot. Eh ben, ça marche parce que c'est un film. C'est quoi, c'est les années 90 1990 le film. Ah ouais? Ouais. Ah ok, je pensais que c'était 90. Ça marche parce que c'est 90. Ouais. C'est ce que je dis. Je suis pas sûre que ça marcherait encore maintenant. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Aurel, de tous ces arrêts sur image? Je suis un peu d'accord avec Marianne, encore une fois. ça va rester, ça. Je vais pas le couper. Non, mais je suis d'accord dans le... Moi, je ressens beaucoup d'intimité, en fait, à ces moments-là où, effectivement, t'as l'impression que là, il va se passer un truc entre toi et directement et Henri, ou le film. Et moi, il y a une scène, je vous en ai parlé hier quand on s'est vu, c'est le moment où Henri comprend que Jimmy... ou en tout cas suppose que Jimmy veut le faire buter en l'envoyant en Floride. Et t'as 2 arrêts sur image en l'espace de moins d'1 minute. T'as Jimmy qui sort un papier de sa poche, qui le pose sur la table. T'as un arrêt sur image, Henri qui dit « Je trouvais ça louche, c'est la première fois que Jimmy m'envoyait faire un truc, buter quelqu'un et tout ». Il prend le papier, il le met dans sa poche, et au moment où ses yeux vont se reposer sur Robert De Niro, t'as un nouvel arrêt sur image, et il dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je serais jamais revenu de Floride vivant. Et je trouve ça super brillant, en fait, parce que ça t'appuie des scènes, et ça te donne des sentiments que t'aurais pu comprendre en réalité. Sauf que le fait que tu sois si proche de Henri, si distant des mafieux, enfin, tu es avec eux, mais tu restes quand même... assez loin parce que Henri ne fait pas grand chose, t'es plus en observation et que du coup il commente non seulement tout ce qui se passe mais aussi tout ce qu'il ressent. Moi je trouve que c'est un film ultra immersif et ouais c'est pour ça que je l'aime autant et que 2h40 je peux les assumer mais facile quoi. Ouais, bien d'accord avec toi. Est-ce que comme la semaine dernière on se repose la question de savoir si c'est un classique ou pas? Oh bah, la question est vite répondue. Je pense que la question est vite répondue, on est d'accord. Un putain de classique. Un putain de classique pour moi. Le meilleur film de mafieux. Le meilleur? Ah oui, j'aime pas Scarface. Le Parrain, j'adore, mais c'est juste en dessous. Déjà, j'aime pas Scarface, donc voilà. Casino. Ça faudra qu'on en parle un jour. De Scarface? Oui. Ah, je vais le descendre, mon gars. Okay. Je déteste Scarface. C'est vrai? Ah, je déteste ce film, c'est une merde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, de ouf. Mais on en parlera dans une prochaine. Ouais. Un prochain podcast. Peut-être pas le prochain. Et pour vous, du coup, qui avez découvert ce film, est-ce que vous le rangeriez dans la catégorie classique ou pas? Moi, je le rangeais dans la catégorie classique avant même de l'avoir vu. Ouais. Voilà. C'est, comme je vous disais au début, je l'avais pas vu, mais j'en avais tellement entendu parler. Et, on sait ce que c'est. Ouais, on sait, même sans avoir vu Les Affranchis, on sait de quoi ça va parler, on sait ce que c'est, on sait qu'on s'attend... Enfin, on s'attend à un chef-d'œuvre, quand même. Et pour le coup, moi, j'ai pas été déçue. J'ai été servie dans ce que je demandais. Moi, je pense tout comme Aurélie. C'est qu'avant même de l'avoir vu, tu sais déjà que tu es censé te prendre une claque et tu te la prends. Ça fonctionne. C'est de la très très bonne réalisation des années 90, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs incroyables, vraiment. C'est des plans séquences de fou, quoi. Des quand plans il emmène séquences, Karen. mais ce plan-là où il emmène Karen dans le restaurant, mais vraiment, je pense que je vais me le remater. Juste ce plan-là, il est incroyable. Tout est au top. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est un putain de grand classique. Après, voilà, ça peut être un film qui rentre dans la catégorie des grands films, des classiques, mais que vous, quand vous le voyez, vous vous dites, bon, finalement...
tout ça pour ça, quoi. Et non, le film a fonctionné aussi sur vous deux, Ouais. donc c'est qu'il y a quand même un truc autour de ce film. Après, il marche encore. Ouais. Même au premier visionnage. Et autant Marianne, c'est pas trop son univers, l'univers des gangsters, des mafieux, autant moi je sais que c'est plutôt mon truc. Et il nous a quand même mis d'accord toutes les deux. Il nous transporte. Ouais. Donc toi, tu vas le remater. Moi, je risque de le remater, ouais. Et toi, Marianne, tu le reverras? Ouais, je pourrais le revoir. Pas tout de suite. Je vais le digérer et je pourrais le remater, ouais. Bon, pour nous, la question, elle La se pose pas. question ne se pose pas. Je pense que je le reverrai aussi. Ouais. Plein de fois. On est d'accord. Parce que je trouve ça trop bien. De ouf. Et bien voilà, en somme, je pense que Les Affranchis, on est tous les 4 d'accord pour dire que c'est un grand film, un putain de bon film, Carrément. avec une putain de narration, des putains de personnages, des putains de plans séquences, des musiques complètement folles, et en plus, la musique dit des choses dans le film, donc c'est super intéressant. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain film, on sait pas encore lequel, mais on trouvera, vous inquiétez pas. Puis voilà, je vous dis au revoir. À bientôt. Voilà. À bientôt. Au revoir. Salut.